Je voudrais d'abord remercier vraiment très sincèrement Monsieur le ministre François de Rugy d'avoir accepté cette invitation. Donc, je ne sais pas si vous allez nous apporter des réponses complètes sur l'avenir des grands singes, en tout cas sur la stratégie française. Mais en tout cas, encore merci Monsieur le ministre pour votre présence aujourd'hui et je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup pour cette introduction, monsieur le sénateur et cher Ronan Dantec. Et merci à toutes et à tous pour votre participation à cette initiative, à ce colloque, à ce temps que j'imagine à la fois d'échange, mais aussi de mobilisation sur cette belle cause. Je tiens à saluer messieurs les ambassadeurs qui sont présents, monsieur le député également, est très engagé sur cette question de la cause animale en général, et celle-ci en particulier aussi, saluer tous les représentants, bien sûr, des administrations, et notamment celle de mon ministère, mais également le Muséum d'histoire naturelle et bien sûr tous les organismes de recherche ainsi que les organisations, les associations non gouvernementales. Je veux bien sûr féliciter les organisateurs de ce colloque d'avoir pris cette initiative pour la sensibilisation et le soutien à la protection des grands singes. Et dans ce cadre tout à fait prestigieux du Sénat, et bien évidemment, il ne faut pas avoir de lien de cause à effet entre le lieu et le thème, mais je sais que le sénateur Ronan Dantec est très engagé sur ce sujet, et avant même qu'il soit sénateur, je peux en témoigner, ayant été son collègue au conseil municipal de Nantes il y a quelques années. C'est un sujet qui nous concerne tous et dont la portée est à la fois sans doute très symbolique. Il y a des animaux qui, de par le monde, incarnent en quelque sorte, d'ailleurs, sans doute, le combat pour la biodiversité, mais qui est aussi très concret. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter aux symboles, et derrière les symboles, il y a des réalités très concrètes, à la fois sur la dégradation de notre environnement, de la biodiversité, et il faut bien le dire, le plus souvent sous l'action de l'être humain, ou en tout cas sous l'emprise et sous les effets d'un certain nombre d'activités humaines. Non pas toute activité humaine en soi, il faut aussi le dire, bien sûr, notamment les activités agricoles ou les activités industrielles, mais il faut aussi évidemment être lucide sur les effets cumulés depuis les débuts de la révolution industrielle, notamment sur la nature et la biodiversité dans le monde, et notamment dans certaines régions du monde. Le grand singe, le sénateur Ronan Dantec vient de le rappeler, aussi incarne sans doute quelque chose de particulier par une forme de proximité avec les êtres humains que nous sommes, même s'il faut évidemment toujours se garder en la matière d'analogies trop rapides. Mais je pense qu'il est important de sensibiliser nos concitoyennes, nos concitoyens, puis au-delà, bien sûr, les décideurs politiques, décideurs publics en général, et décideurs économiques sur ces réalités, enfin cette réalité de la biodiversité aussi à travers des symboles. Quand on pense, et je le disais, au-delà des symboles, dans la réalité que 60% des 500 espèces de primates sont aujourd'hui en danger d'extinction dans le monde. Qu'en l'espace de 50 ans, ce sont 70% des populations de grands singes qui ont disparu de la surface de la planète. Ces statistiques ont un côté un peu effrayant, et moi j'y vois une motivation pour agir. Je n'y vois pas, et je sais que ce risque existe aussi, une tentation de la fatalité, du fatalisme, et de se dire que finalement le combat est déjà perdu, et qu'il vaudrait mieux laisser les choses se poursuivre comme elles se font et ne pas réagir. Moi, j'y vois vraiment un appel à l'action, et je me permets de le dire d'ailleurs à cet instant, que chacune et chacun dans chaque pays
assume ses responsabilités. Je reviendrai bien sûr dans quelques instants sur notre responsabilité, à nous Français, Européens, et on peut le dire aussi sans doute pays riches d'une manière générale, par rapport à la déforestation. Mais disons-le aussi par rapport à nos propres espèces naturelles en danger ou en voie d'extinction. Et vous le savez sans doute, depuis à peine 7 semaines que j'ai été nommé ministre, j'ai eu à prendre une décision sur la population d'ours bruns dans les Pyrénées. Et quand j'ai pris cette décision de donner le feu vert à une réintroduction qui avait été envisagée, travaillée avant moi, bien sûr, c'est toujours une continuité dans l'action qui permet d'avoir des résultats, mais de fait, à tout moment, ça pouvait être remis en question, et certains le souhaitaient. Et quand je suis allé rencontrer les élus, les habitants, les représentants, des représentants professionnels, notamment agricoles ou associatifs, dans les Pyrénées-Atlantiques, vraiment dans le secteur où cette réintroduction devait avoir lieu, j'avais dans la salle une très grande majorité d'opposants à cette réintroduction, même si une étude d'opinion qui a été faite par le ministère, d'ailleurs, il y a quelques mois, montrait que la population française dans son ensemble, la population de la région Aquitaine, la population même du massif pyrénéen est très majoritairement favorable. Mais il y a des oppositions localisées. Et j'imagine que l'on peut retrouver cela sur beaucoup de régions du monde. En tout cas, rien qu'en France, je sais que sur différentes espèces en voie d'extinction, quand on veut avoir une protection, voire une réintroduction, nous nous heurtons à ces réalités. Mais moi, je l'ai dit, y compris là-bas, donc je le dis ici de la même façon, j'ai envie de dire en parallèle, eh bien, on ne peut pas aller expliquer à des responsables politiques ou à des habitants, tout simplement, de pays très éloignés d'une autre, très loin d'ici, qu'il faut absolument protéger le grand singe ici, l'éléphant là, ou d'autres espèces, si nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Et c'est aussi, je ne dis pas que c'est la principale motivation, bien sûr, mais c'est aussi une des motivations qui m'a poussé à prendre cette décision de donner le feu vert à cette réintroduction d'ours sans tarder. Que la tentation pouvait être grande de réouvrir un cycle de discussion encore pour quelques mois, même si je pense qu'en l'occurrence, les positions des uns et des autres n'auraient absolument pas changé. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mes interlocuteurs dans quelques mois ou même dans quelques années. Mais je prends cet exemple parce que la politique en faveur de la biodiversité, la protection d'un certain nombre d'espèces animales, leur survie, la lutte contre leur extinction, parce que l'ours dans les Pyrénées, il était vraiment en voie d'extinction, et dans ces vallées d'ailleurs du Béarn également, parce qu'il n'y avait plus que 2 mâles, eh bien c'est une responsabilité que nous devons chacune et chacun prendre concrètement, pas simplement dans les discours. Je reviens aux grands singes, évidemment, sur le rôle qu'ils peuvent aussi jouer et leur rôle de témoin aussi du bon état ou de la dégradation d'un certain nombre d'écosystèmes. Et c'est évident que leur disparition, leur menace d'extinction est révélatrice d'écosystèmes qui sont dégradés. Et donc protéger les grands singes, c'est évidemment, comme dans d'autres domaines, pour d'autres espèces, protéger d'abord leur milieu de vie, et en l'occurrence les forêts tropicales. Et si la France entend bien intensifier, amplifier sa mobilisation sur le sujet de la déforestation, des actions importantes ont déjà été engagées. Il y a d'abord l'engagement politique de la France au sein de grandes coalitions internationales. La France et 6 pays européens ont signé les 2 déclarations d'Amsterdam qui visent respectivement à éliminer la déforestation des chaînes d'approvisionnement en matières premières agricoles destinées à nos pays, et c'est notamment, bien sûr, le sujet de l'huile de palme que nous importons et que nous souhaitons donc durable à 100% d'ici 2020. Je veux dire d'ailleurs à cet égard, puisque je sais bien, je ne vais pas faire comme si ça n'existait pas, il faut toujours mettre en relation les sujets. Qu'il y a actuellement, actuellement, ça fait déjà quelque temps, une polémique en France sur l'installation pétrolière du groupe Total en Provence, la raffinerie de la Mède. Mais je veux juste vous dire cela, sans doute pas votre première préoccupation, mais
je crois que vous comprendrez très bien ce que je veux dire quand je veux attirer l'attention sur le fait que nous sommes pris parfois dans les contradictions, que nous devons absolument, ce n'est pas pour dire une fois qu'on a dit ça qu'on ne peut rien faire, que nous devons absolument chercher à dépasser, mais en regardant tout, pas simplement sous un angle, et pas simplement en regardant un sujet par un bout. Lorsque le groupe Total, il y a quelques années, a annoncé de nombreuses restructurations en France et a dit je vais fermer un certain nombre de raffineries parce que l'activité de raffinage est en situation en France de surproduction, parce qu'il y a des mutations à l'intérieur du secteur des carburants, avec notamment, à l'époque, c'était la montée de la demande de gasoil. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça a changé dans le sens inverse. Eh bien, beaucoup d'élus, de toutes tendances politiques confondues, vous pourrez aller vérifier, sans doute parmi des élus qui défendent tout autant la cause du grand singe que celle de l'agriculture durable ou de la biodiversité, ont crié haro sur ce groupe Total et on dit c'est scandaleux, voilà un grand groupe pétrolier international qui doit absolument, qui est d'origine française, principalement d'ailleurs français par ses emplois, doit absolument maintenir ses sites de production en France. Et la pression a été forte et le groupe Total a pris l'engagement de maintenir cette raffinerie de la Med, mais a dit elle sera transformée pour incorporer des, alors certains disent biocarburants, personnellement j'évite cette appellation chaque fois que je le peux, en parlant plutôt d'agrocarburants, et ce n'est pas caché que ce n'était pas la production française d'agrocarburants, d'éthanol ou d'huile qui permettrait de satisfaire le fonctionnement de cette raffinerie, qui par ailleurs a été redimensionnée à la baisse, parce qu'on est dans une optique de redimensionnement évidemment de l'utilisation des produits pétroliers à la baisse. Tout le monde s'en est satisfait. Tout le monde a dit victoire, nous avons enfin pu sauver, mais je parle des élus, et pas simplement de la région. Et ensuite, lorsque le projet a été mis en œuvre, évidemment ça ne ressort que quelques années après, puisqu'il faut le temps de transformer, là, et c'est intéressant d'ailleurs, certains ont protesté, ce sont des syndicats agricoles qui sont allés bloquer la raffinerie pour protester contre l'importation d'huile de palme. Moi, j'appelle les uns et les autres à la cohérence dans le temps et à travailler concrètement pour qu'on n'ait pas des effets comme ça de yo-yo, de balancier, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et que nous essayons d'avoir une politique cohérente. Et donc sur l'huile de palme, il faut avoir une politique cohérente et il faut regarder concrètement, soit on dit qu'on ne fait pas de carburant qui incorpore des produits agricoles, soit si on le fait qu'avec des carburants qui incorporent des produits agricoles français ou européens, en tout cas issus plutôt de la production soit de céréales, soit de betteraves ou autre, mais pas d'huile de palme. Il faut le dire clairement. Il ne faut pas dire la priorité, c'est de maintenir la raffinerie de la Med. Je vous dis ça parce que je vais vous donner un autre exemple qui est lié à notre sujet. C'est aujourd'hui les centrales à charbon. Et Ronan Dantec le sait bien, puisqu'il est élu sénateur d'un département où il y a une des 4 dernières centrales à charbon de France. Eh bien, il y a la volonté de certains de les maintenir. Alors, ils ont bien compris que c'était un peu compliqué de les maintenir telles quelles, en disant on va continuer à brûler du charbon dans ces centrales, compte tenu de nos objectifs par rapport au climat. Donc, ils disent mais il y a une solution, c'est de les transformer en centrales à bois. On va juste changer de combustible, en quelque sorte. On va abandonner le charbon, mais on va mettre du bois. Et de fait, ça existe déjà, à celle de Gardanne, en Provence, en tout cas sur une de ces tranches. Seulement, voilà, dans l'usine de Gardanne en Provence, il y a quelques années, de la même façon, quand ce projet a été mis en place, dans l'idée que ça allait sauver une activité, la pérenniser, sinon c'est sur 20 ans, donc ce n'est pas sur une petite durée. Eh bien, 2014-2034, eh bien, on a dit il faut voir d'où vient le bois. Et là, il y a eu des mouvements de balancier. À certains moments, on a dit mais c'est pour la ressource en bois française, en tout cas de proximité. Et puis après, d'autres ont dit ah mais non, c'est un scandale, on va piller les ressources en bois françaises, on va surexploiter les forêts françaises. Et au point que l'État, je ne mets pas en cause, je ne sais pas d'ailleurs qui l'a fait à l'époque, tel ou tel de mes prédécesseurs, a imposé qu'il y ait 55% de bois importé pour faire tourner cette centrale qui était au charbon et qui passe au bois à Gardanne. Et donc le bois importé, aujourd'hui je crois, parce que j'ai demandé à l'industriel, qu'il vient du Brésil.
pourrait venir du Canada, on a parlé à une époque. Mais là, en l'occurrence, c'est des plaquettes, d'ailleurs, de bois qui sont importées du Brésil. Bon, il faut toujours, là aussi, regarder de façon cohérente. Et moi, quand j'ai rencontré, là aussi, de la même façon que je vous parle, les élus des territoires, des 4 territoires concernés, et que certains me disaient cela, je dis, attendez, attention, moi, je ne signe pas comme ça, à l'aveugle, pour un système avec du bois, si on n'a pas regardé l'ensemble de la filière. Et je ne veux pas qu'on me fasse le même coup, parce que ce serait normal, en quelque sorte, même si moi, je ne serais peut-être plus ministre à ce moment-là, mais il faut être responsable dans le temps que sur la raffinerie de la Mède. Voilà. On a dit la priorité, c'est de sauver la centrale. Et donc, en l'occurrence, il faut avoir le courage d'assumer que si à un moment donné, on veut se débarrasser du charbon et qu'une solution à bois, elle n'est pas viable, soit pour des raisons environnementales, soit pour des raisons économiques, on ne le fait pas. Vous allez me dire que ça nous éloigne des grands singes, mais moi, je crois qu'en l'occurrence, on ne peut pas parler concrètement de ces questions, par exemple de déforestation, ou la question, et j'y viens, de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, si on ne parle pas de ces questions-là. Et s'il y a bien un domaine où notre responsabilité, elle se situe dans une interdépendance mondiale, c'est bien sur ces sujets. Donc en l'occurrence, concrètement, que ce soit sur les agrocarburants ou que ce soit sur l'utilisation du bois énergie, ou du bois construction d'ailleurs, je soutiendrai des filières qui donneront la priorité à l'approvisionnement local au sens français ou européen. Il faut regarder la bonne échelle plutôt que des stratégies qui, en fait, contribuent à une forme soit de déforestation, soit de perte de biodiversité. Donc la question de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, le texte final, il sera présenté prochainement. C'est vraiment, on est dans la phase des ultimes arbitrages. Vous savez qu'il y a eu une consultation du public, qui a eu un grand succès d'ailleurs. C'était il y a quelques mois, avec plus de 2500 contributions, comme quoi c'est un sujet qui intéresse beaucoup de Français. Le Conseil national de la transition écologique a donné un avis également en juillet dernier. Et donc, nous allons pouvoir la présenter très bientôt, en présenter ces orientations, j'allais dire ces résultats, mais au sens les orientations, les choix que nous ferons dans ce cadre-là. Et je veux juste en dire quelques mots sur le fait qu'elle portera bien sûr sur la coopération internationale, en instaurant un dialogue suivi avec les pays producteurs, mais aussi avec les grands pays consommateurs. Nous consacrerons un budget de 60 millions d'euros par an sur les 5 prochaines années à travers l'Agence française de développement pour des actions de gestion durable, de lutte contre la déforestation et de restauration des écosystèmes forestiers aujourd'hui dégradés. Je suis sûr que vous en êtes convaincus, la science, je vois des éminents scientifiques, professeurs dans cette salle, doit, en matière d'écologie, comme dans d'autres matières bien sûr, mais peut-être plus encore en matière d'écologie, guider notre action. Et donc nous souhaitons nous assurer du concours de nos établissements de recherche pour mieux suivre le front de la déforestation, mieux évaluer notre empreinte, mieux comprendre les forces à l'œuvre et proposer les solutions de lutte les plus efficaces. Nous veillerons au partage et à la valorisation de ces connaissances. Cette stratégie comportera aussi un large volet de mesures visant à intégrer la déforestation dans les politiques publiques internationales, européennes et nationales. Et je crois que c'est très important que nous nous mobilisions. C'est que le sénateur Ronan Dantec le fait lui-même à l'échelon parlementaire, à l'échelon gouvernemental, mais aussi à l'échelon associatif, et je sais que vous êtes nombreux à le faire, dans des instances internationales pour progresser en la matière. Mais n'oublions pas que, au-delà des questions liées à la certification, et donc qui évidemment implique bien les filières de l'amont jusqu'à l'aval, il y a aussi l'État qui joue un rôle en tant qu'acheteur public, et les collectivités locales évidemment, et qui ont naturellement les uns et les autres une responsabilité. Rappeler aux acteurs leurs responsabilités, les y obliger même, est important, mais il faut aussi savoir les aider par des outils concrets. Et il est donc prévu, dans le cadre de cette stratégie nationale, une plateforme de lutte contre la déforestation
Et cet outil accessible à tous aura pour rôle de favoriser le partage de connaissances sur les importations, de recueillir les engagements des acteurs et à terme de fournir un système de suivi et d'alerte des approvisionnements en provenance des zones présentant un risque de déforestation. C'est ainsi que nous entendons et que j'entends en tant que ministre assumer notre rôle, responsabiliser et aider. Ces actions, mon ministère les mènera pour atteindre l'objectif ambitieux que s'est donné la France de mettre un terme à la déforestation importée au niveau national d'ici 2030. Au-delà de la protection de leurs habitats, la France s'engage directement pour la protection de ces espèces. Au niveau international, notre pays poursuit son action et son soutien actif au partenariat pour la survie des grands singes, le programme GRASP du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'UNESCO. Ce partenariat unique regroupe des gouvernements, des entreprises, des institutions de recherche, des organisations non gouvernementales du Nord et du Sud. Il constitue, à nos yeux, un formidable outil de sensibilisation. La France le soutient depuis sa création en termes financiers et humains. Et nous avons accueilli à Paris la dernière réunion du Conseil en 2012. Nous sommes membres de son comité exécutif dont nous avons appuyé la réunion en juillet dernier à l'UNESCO. Enfin, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères soutient la mise en place d'une base de saisie des grands singes, un système de reporting, de rapportage pour le suivi du commerce illégal des grands singes et de la viande de brousse. Je voudrais aussi signaler le rôle très important de notre coopération bilatérale dans ce domaine. Le Fonds français pour l'environnement mondial, le FFEM, appuie des organisations non gouvernementales dans la conservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. 7 projets sont en activité dans la région. Au total, depuis 2006, via ce programme régional, le FFEM a soutenu 22 projets sur 215 portant sur la conservation des grands singes en Afrique. Enfin, je me félicite du soutien du FFEM au projet, à l'initiative de mon ministère, pour un nouvel équilibre forêt, faune, population riveraine dans la région du parc national de Kibale en Ouganda, porté par le Muséum national d'histoire naturelle et la professeure Sabrina Krief, dont j'aurai le plaisir de signer la convention dans quelques instants. Ce projet vise à la préservation de l'écosystème forestier et de la faune menacée par l'impact de pratiques de développement non durable des communautés et activités agricoles. Il procède d'une approche intégrée de développement, de conservation et de recherche en vue d'apporter une réponse originale et partagée aux conflits entre les hommes, entre les êtres humains et la faune sauvage. Il s'agit d'une contribution concrète à la mise en œuvre des priorités politiques de la France à l'international, en particulier la lutte contre le braconnage et le trafic des espèces menacées. Comme vous le voyez, la France est résolument engagée dans la protection des grands singes et de leurs biotopes. Si nous pouvons nous réjouir des actions entreprises, il n'est évidemment pas question de s'arrêter à ce stade. Pour terminer sur cette intervention, je vous confirme que la France souhaite créer en faveur de la biodiversité mondiale une dynamique et une prise de conscience de même ampleur que celle engagée sur la question climatique par le précédent président de la République et confirmée par l'actuel président de la République. Le One Planet Summit sera poursuivi en 2019 pour faciliter les financements vers les projets en faveur du climat et de la biodiversité. Nous voulions lier les deux enjeux. 2020 représentera une échéance politique majeure car nous accueillerons le congrès mondial de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, à Marseille en juin, puis en fin d'année 2020, le cadre stratégique mondial de préservation de la biodiversité sera renouvelé en Chine lors de la 15e conférence des parties, la COP 15, à la Convention sur la diversité biologique, et la France sera particulièrement engagée. Je me rendrai personnellement d'ailleurs en Chine d'ici la fin de l'année pour évoquer avec nos partenaires ces enjeux, sachant qu'il y a bien sûr la COP 14 à Sharm el-Sheikh à la fin de cette année. Dans cette perspective, je puis vous assurer que notre pays, avec tous ses partenaires, est force de proposition pour rehausser le niveau d'ambition et renforcer les moyens de mise en œuvre. Merci de votre attention et de votre engagement.